et lance une nouvelle gamme de produits agricoles 100% naturels pour un meilleur rendement. Éléphant vert, pour une culture performante et durable. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'expérience du plan Sénégal émergent partagée à la tribune du Forum économique mondial de Durban en Afrique du Sud. Le président Macky Sall a exposé les opportunités qu'offre le PSE, aussi le continent africain de manière générale. Il invite ainsi les investisseurs à les saisir. Dans cette édition, la presse sénégalaise à la une, ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses nouveaux défis que le code de la presse peut aider à relever. C'est justement pour son adoption, c'est pourquoi son adoption est souhaitée par les professionnels des médias. Ils sont justement à l'honneur en cette journée mondiale de la presse. Une autre journée mondiale sera célébrée dans 2 jours, celle de la drépanocytose. Nous ouvrons une large fenêtre sur la prise en charge de cette maladie génétique. Plusieurs protocoles sont destinés à soulager les malades avec quelques obstacles. On fait le point dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le Forum économique mondial de Durban est consacré aux perspectives de développement du continent africain. Le président Macky Sall a été invité aujourd'hui à partager l'expérience du plan Sénégal émergent, une session sur les infrastructures organisée par Africa 50. Le président Sall a invité les investisseurs à saisir les opportunités qu'offre le continent africain. Envoyé spécial à Aboubakry Kane. En Afrique du Sud, le président de la République est venu prendre part au Forum économique mondial de Durban, consacré aux perspectives de croissance du continent. Et c'est dans la pure tradition zoulou que les délégations sont accueillies au Centre international de conférences. Le président Macky Sall a été invité ce mercredi à partager sa vision et son expérience vers la rencontre Africa 50 pour les infrastructures. Son Excellence est l'une des autorités qui est vraiment inspirationnelle pour notre continent. Sur le plan de leadership, le Sénégal est en train d'attirer les investisseurs au niveau privé et public. Il s'agit d'échanges sur comment réaliser une croissance inclusive en Afrique. Africa 50 a été mise en place pour faire face aux problèmes des contraintes à l'investissement. Les défis à relever dans un premier temps concernent les freins aux perspectives de développement. Nous reconnaissons tous que la faiblesse des infrastructures est un obstacle en Afrique, un obstacle réel pour libérer le potentiel économique, développer le commerce et fournir les opportunités d'une croissance forte et bénéfique aux populations. L'Union africaine travaille à travers le NEPAD. Le PIDA, programme de développement des infrastructures, a été lancé dans ce sens pour identifier les obstacles à la réalisation des projets d'infrastructure. L'objectif pour Africa 50 est de trouver des solutions à ces obstacles pour montrer aux investisseurs que l'Afrique est une destination sûre, ouverte au monde. L'Afrique aujourd'hui est une destination d'investissement où la sécurité des investissements est garantie. Puisque dans la plupart des 54 pays africains, l'état de droit se développe, se consolide de jour en jour. La démocratie se consolide de jour en jour. Et le cadre de l'investissement privé a été défini dans la plupart de nos États, où les règles sont claires. Et donc, vous verrez aussi que les pays africains, malgré leur situation économique, sont quand même de bons payeurs. Ils payent leurs dettes.
et ils respectent leur engagement. Le seul problème du continent reste l'accès au financement à longue durée. Les opportunités d'affaires sont réelles et le retour sur investissement important. Ici, il s'agit de faire l'apologie du partenariat public-privé. Que ce soit dans les concessions d'autoroutes, que ce soit dans la production, la distribution d'électricité, que ce soit dans les systèmes de transport, nous avons besoin absolument que le secteur privé international ait confiance en Afrique. L'Afrique n'est pas plus dangereuse que le reste du monde en termes de risque sur l'investissement. Loin s'en faut. Et le retour sur l'investissement est de loin souvent le plus important sur le continent. Sur le continent, l'offre d'investissement touche des secteurs stratégiques, le tourisme, les mines, l'énergie, une agriculture à mécaniser, un réseau routier à densifier et des infrastructures ferroviaires à moderniser. L'environnement des affaires est favorable à l'initiative privée. Bonne gouvernance, état de droit et réformes fiscales et foncières constituent des gages d'un mécanisme qui encourage les partenariats publics-privés pour une prospérité partagée. Nous restons en Afrique. Après cette rencontre, le président Macky Sall a été aussi convié à déjeuner à l'initiative de Move Africa. Pour cette session, il a été question de croissance forte, équitable et durable. Occasion pour le président de la République d'inviter les partenaires publics et privés à se mettre ensemble pour développer le continent africain. Nous avons parlé d'infrastructures en Afrique, les corridors en particulier de transport, pour développer le commerce intra-africain. On le voit bien, nos pays ne sont pas très bien interconnectés et il faut faire en sorte que les investisseurs privés et les investisseurs publics puissent se mettre ensemble. Et nous avons vu beaucoup d'intérêt vraiment de la part de fonds de pension américains et d'autres fonds privés pour justement venir voir aussi les projets qui existent chez nous, comme dans le cadre du PSE, là où nous voulons développer des partenariats publics-privés. Et puis nous allons continuer dans Grow Africa ce soir. Là, on parlera de l'agriculture africaine. Et l'agriculture dans la dynamique de modernisation va justement poser la problématique du foncier. Vous savez que depuis 4 à 5 ans, nous avons patiemment organisé cette réforme sous la présidence du professeur Souran, et maintenant que le rapport est disponible, nous voulons aussi y aller patiemment et faire en sorte que les populations bénéficient de ces investissements, travaillent dans cette perspective, mais aussi que les terres soient valorisées, sinon elles n'ont pas d'intérêt. Le Sénégal et la Russie vont explorer le secteur du pétrole et du gaz dans le cadre d'une coopération renforcée et diversifiée. L'expérience russe est avérée dans l'exploration de ces ressources. Des accords sont prévus dans d'autres secteurs. Une délégation russe dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères a été reçue par le Premier ministre. Compte rendu Rouillet Touba. Un accueil chaleureux avant d'entamer des échanges qui se révèlent fructueux. Le gouvernement du Sénégal et la Russie ont identifié des opportunités d'investissement pour renforcer leur coopération. Nous avons donc abordé la situation actuelle ainsi que les opportunités d'avancement et d'élargissement de tous les éventails des domaines de coopération qui ont du potentiel et qui existent déjà entre nous. Monsieur le Premier ministre nous a donné occasion, nous a permis de discuter dans la pêche, dans l'agriculture, dans du commerce, donc tous les volets. La coopération sénégalo-russe va prendre une nouvelle dimension dans le secteur du pétrole et du gaz. Le Sénégal a connu d'importantes découvertes en pétrole et en gaz et le président Macky Sall a la volonté de diversifier les partenariats dans ce domaine. Vous avez la présence de compagnies britanniques, françaises, et le vœu a été exprimé pour une présence également de compagnies russes au Sénégal dans le domaine de l'exploration. Et M. Bogdanov est venu également avec Gazprom. Et je crois que c'est extrêmement important, après la signature de l'accord hier avec Total, que Gazprom soit également. Cela montre que le Sénégal est un État souverain. Les deux délégations ont également échangé sur des questions diplomatiques
et sécuritaire. Des échanges importants entre la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et le Sénégal, membre non permanent. Ces travaux permettent également aux délégations de préparer les visites en Russie du président Macky Sall et du Premier ministre. Nous ouvrons à présent le chapitre consacré à la journée internationale de la presse. Au Sénégal, l'adoption du code de la presse a été la principale doléance de la coordination des associations de presse du pays. Ont marché cet après-midi pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence de son adoption. Compte rendu à Lamine Touré. La presse dans la rue, l'étape est cruciale pour les professionnels de l'information et de la communication. Sensibiliser les pouvoirs publics sur l'enjeu des acteurs des médias, c'est tout le sens de cette démonstration de force, une mobilisation sur fond de cris de cœur sur la viabilité du monde de la presse au Sénégal. Lorsque des entreprises de presse se meuvent dans un environnement économique pas inapproprié, cela, disons, conduit simplement la presse à une précarité indescriptible. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de presse ne sont même pas capables d'assurer les salaires. C'est vrai qu'il y a certains d'entre elles qui essaient tant bien que mal de respecter la convention collective. Mais je vous dis, camarades, chers consoeurs, la plupart des journalistes n'ont même pas de salaire à la fin du mois. Nous disons qu'il ne peut pas y avoir de liberté de presse avec la précarité. Des entreprises de presse à bout de souffle, du tunnel est ici annoncé. Il s'agit de l'adoption du code de la presse. Vous savez, depuis 2010, ce code est dans le circuit. Ce code répond à l'essentiel des problèmes que nous posons dans le secteur. Ça veut dire quoi? Vous savez, et l'opinion le sait, le journaliste n'a pas de statut clair. Vous savez comment la loi 96/04 définit le journaliste? Un journaliste, celui qui tire l'essentiel de ce revenu, de ce métier. Où est la formation? Où sont les diplômes? Nous avons pris conscience de tout cela. C'est pourquoi nous avons mis noir sur blanc dans le code que désormais il y aura deux portes d'entrée en journalisme. Soit vous faites l'école de journalisme ou vous avez la licence ou l'équivalence. Vous allez séjourner durant 2 ans dans une rédaction. Au bout de 2 ans, vous serez évalué par une commission. La maison de la presse n'a pas été en reste. La des associations de presse en appelle à une gestion efficiente. Cette marche fait suite à une longue période d'attente sur les revendications portées par la CAP. De la place de la nation à la RTS, plusieurs autorités politiques et de la société civile ont rejoint le mouvement. Il s'est agi de à l'événement toute sa légitimité. Malgré les difficultés de la presse soulevées au cours de cette marche, des acquis sont notés. La presse sénégalaise est considérée comme la plus dynamique et l'une des plus professionnelles de la sous-région. Depuis quelques années, elle contribue à la vitalité de la démocratie sénégalaise et à la construction d'une identité républicaine. Toutefois, elle rencontre énormément de difficultés liées donc à la rareté des ressources. Les professionnels des médias en appellent surtout à revaloriser le statut de l'entreprise de presse. On fait le point avec René Massigadiouf. Une presse dynamique, veilleuse, perpétuelle aux aguets, telle est l'image que les professionnels de l'information se font des médias au Sénégal. Journaux, radios, télévisions et sites web contribuent de façon positive à la construction d'une identité républicaine à travers un contenu amélioré, un esprit critique, une couverture équilibrée des événements politiques. Ils jouent une belle partition dans la sauvegarde des acquis démocratiques. Le Sénégal est devenu le premier tirage saharienne francophone. Loin devant la Côte d'Ivoire qui est la puissance économique de l'UEMOA. Donc vraiment les médias au Sénégal sont très dynamiques et dans le même temps tout le monde le reconnaît, opposition comme donc parti au pouvoir. Sans les médias au Sénégal, il n'y aurait pas eu ni l'alternance de 2000 ni l'alternance de 2012. Les médias sénégalais se positionnent dans la sous-région comme une presse éminemment professionnelle. Les publications sont aux antipodes des pratiques journalistiques connues dans plusieurs pays. Le secteur est en pleine mutation, ce qui va avec des difficultés à assurer le service avec les moyens traditionnels. Ça se reflète par des retards de paiement dans les salaires, ça se reflète par la non-couverture donc médicale, ça se reflète par, ce qui est très grave, par les non-cotisations pour la retraite au niveau de l'IPRES et également au niveau des allocations sociales. Donc cette situation contrastée, d'une part un dynamisme, un rôle dans la stabilité sociale et politique et d'autre part une crise économique et sociale.
Hein. Et ça, c'est important que l'État du Sénégal, que le peuple sénégalais prenne conscience du rôle des médias pour que nos médias ne sombrent pas dans la crise qui va les dévier de leur rôle, de leur participation dans l'équilibre et politique et social. Les rares ressources de fonctionnement viennent le plus souvent de la publicité. Pour certains médias, elle est quasi invisible. Les professionnels du secteur en appellent à une réforme de cette loi qui date des années 80. Tout le monde ne s'en sort pas en vendant à 100 francs. Hein? Et d'ailleurs, c'est le prix le plus bas en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, c'est 300 francs. Ils sont passés de 200 à 300 francs. Au Cameroun, par exemple, ils sont passés de 300 à 500 francs. Okay? Le Sénégal est resté à 100 francs. 2000, et ça a permis l'accès du citoyen à l'information, parce que 100 francs, ce n'est pas une dépense. Dans le même temps, le marché de la publicité au Sénégal n'est pas régulé. Nous avons une loi sur la publicité qui date du début des années 80, okay? Elle est totalement dépassée. Hein? Et en plus, la publicité n'est pas octroyés sur la base de critères objectifs, sur la base de critères économiques. En cette journée internationale de la liberté de la presse, journalistes, éditeurs, techniciens et autres acteurs des médias aussi à l'introspection, ils invitent surtout les pouvoirs publics à oser aller au-delà des acquis actuels à travers la mise en place d'un statut spécial pour les entreprises de presse. On fait toujours l'état des lieux de la presse sénégalaise, de la presse d'État à la pluralité des quotidiens audiovisuel. Le secteur a franchi bien des paliers dans son évolution. Avec le recul de journalistes à la retraite, analyse la situation et le comportement de la presse actuelle dans un contexte de liberté établie. Regard croisé dans ce reportage de Ousmane Garifaya. Au Sénégal, on peut se qualifier d'avoir une presse libre. Libre dans son expression et libre même dans sa composition. Parce que quelque part, même s'il y a ce qu'on appelle la convention collective des journalistes, il y a des gens qui se réclament du métier ou de la profession sans avoir été à l'école. Et qui font du bon travail et on les reconnaît comme journalistes. Une presse libre dans tous ses états, c'est la conviction de Diadji Touré. À 69 ans, le doyen qui vient de publier son 3e ouvrage, Ambivalence ou mémoire de retraite, n'est pas si éloigné que ça de son milieu naturel, la presse dont il voit l'évolution à travers le temps et l'espace. Il y a encore ou très peu de journalistes mis en prison pour en délit d'écriture, en délit d'opinion, je ne le pense pas. Si vous écoutez les Warsahalat, si vous écoutez Le Matin, Tous et autres, on y aborde des sujets et d'une manière tellement libre que parfois on en a des frissons en pensant à ce que ça aurait pu donner comme résultat à l'époque. Un vent de liberté qui témoigne bien de l'évolution de ce secteur, jadis sous emprise de l'État. Avant, il y avait une radio. C'était la Radio Sénégal, avec ses 2 chaînes, une chaîne une chaîne internationale, une chaîne nationale. Et il y avait, disons, pour schématiser, un journal qui était Dakar Matin, et puis il y avait quelques hebdomadaires. La radio était très encadrée, il n'y a pas de doute. Encadrée avec rigueur, parfois avec sévérité. Il n'y a pas question de déroger à la règle. Il y avait quelque chose, il y avait une règle non dite, non écrite, qui faisait que tout le monde s'autocensurait. On savait ce qui était bon pour le régime et ce qui ne l'était pas. Censure, autocensure, œil du maître. Dans le lexique des interdits de l'époque, ces mots avaient droit de citer. Nous sommes dans le Sénégal post-indépendance. L'époque s'appelait senghorienne, ou le règne du service public. En ce temps-là, le rêve de la diversité s'écrivait en noir et blanc. Il ne fallait pas dire tout ce que l'on veut. Il y avait tout au moins une certaine considération que l'on avait pour l'information en tant que telle, en tant que denrée périssable et délicate. Il fallait avoir une certaine forme de responsabilité pour pouvoir en parler. On ne parlait pas de grève parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de manifestations non plus. Et lorsqu'il y avait des grands événements, de grandes manifestations, des émeutes, on en parlait à peine. On n'en parlait qu'à travers un communiqué du Conseil des ministres qui disait oui, la grève, c'était ceci, cela, etc. Et puis terminé. Il en sera ainsi jusqu'au tournant des années 70. Avec la libéralisation de nouveaux quotidiens et de nouvelles radios voient le jour, une explosion qui charrie un vent de liberté, synonyme aujourd'hui établi de toutes sortes.
il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est l'explosion du numérique. Et le numérique, il est plus dangereux que la presse écrite ou la vieille presse traditionnelle. Tout le monde peut être journaliste maintenant. Tout le monde. Il suffit d'avoir un ordinateur, de se connecter, et puis bon, on blogue, et puis on dit ce qu'on veut. Comment contrôler tout ça? Impossible. Et ils vont plus vite que les journaux traditionnels. Quand il y a un événement avec un smartphone, on enregistre, on filme, on enregistre et on balance. La distance critique qu'on a en disant est-ce que c'est vérifié cette information ou pas? C'est pas leur problème. Ils avancent, tête basse. Et puis bon, le problème c'est que il y a trop de dérives. Devant une telle réalité, ces doyens du haut de leur expérience plaident pour un retour absolu aux fondamentaux du métier. Ceux-ci ont pour nom encadrement et formation. Le média traditionnel a ses règles. Et lorsque c'est bien encadré, c'est ce qui manque, ce qui est le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de secrétaires de rédaction pour, comme tampon pour vérifier l'information, faire vérifier l'information, relire l'information, la corriger. Je disais que quand on était à la radio, il y avait 2 ou 3 personnes pour lire le même texte. Quand j'ai été à l'agence de presse, c'était la même chose. Une information ne peut pas passer sans avoir été relue par au moins une personne. De meilleur lendemain, si on fait un peu notre petite introspection et si l'on se parle pour extirper de ce métier ou de cette profession tout ce qui peut là ou le gangréner, tout ce qui peut le faire revenir en arrière par rapport à des acquis. Il faut le réorganiser, il faut que ces acteurs également puissent avoir suffisamment d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté morale pour bien servir ce métier qui est un métier noble. Réorganiser ce secteur aujourd'hui marqué par la percée de la presse en ligne, gangréné de l'intérieur par les intrus et le capital, semble plus que relever de l'urgence. Pour cela, il faut aller vers l'adoption de nouveaux codes de la presse qui garantissent des droits aux acteurs, mais aussi des astreintes vis-à-vis de leurs obligations éthiques et déontologiques. Justement, nous reparlons du projet du Code de la presse qui a donc été remis au chef de l'État pour adoption par le Conseil des ministres. Son adoption est vivement souhaitée par la des associations de presse. De l'avis des professionnels, le Code de la presse va réglementer donc le secteur exposé à la précarité et aux dérives. Rougui Atouba nous fait le point. Le projet de Code de la presse, c'est la lettre avec 239 articles. C'est aussi l'esprit, un effet de consensus. Ce code représente une réponse aux nombreuses questions, n'est-ce pas, qui se posent dans le secteur. Ce texte, c'est pratiquement la solution aux difficultés de la presse sénégalaise. Le texte, au caractère fédérateur, a un aspect novateur. Il détermine le statut du technicien des médias et celui du journaliste. Il faut au moins donc, passer par une école de journalisme, n'est-ce pas? Ou bien donc là, avoir au moins la licence. Plus d'années, donc vraiment dans une entreprise. N'est-ce pas? Et après, vous passez par une commission de validation des acquis. La question du financement des entreprises de presse est également prise en charge par l'avant-projet de Code de la presse. Pour la première fois, il est prévu ce qu'on appelle le fonds d'appui pour le développement de la presse. Parce que maintenant, avec le Code, on parlera d'entreprise. Pour bénéficier de ce fonds, il faut se conformer donc aux normes, aux règles. Ce fonds-là, évidemment, va permettre quoi? Va permettre aux entreprises privées, par exemple, de soutenir l'investissement. Maintenant, pour le service audiovisuel, le service public audiovisuel, nous avons dit à l'État du Sénégal, il faut donner suffisamment d'argent, n'est-ce pas, à la RTS, au Soleil, à l'APS, et libérer un peu la publicité, vraiment, au Dans le projet de Code de la presse sont exclues les peines privatives de liberté. Le point même qui était l'innovation principale, c'était ce qu'on appelait communément la dépénalisation. Bon, comme on dit, c'est communément, mais en réalité, il n'y avait pas de dépénalisation. Parce que c'était seulement donc l'inexistence désormais des peines privatives de liberté. Mais les peines restaient. Par exemple, donc là, les peines pénales, comme l'amende et autres, donc restaient toujours. Pour une presse responsable dans un état de droit, les associations de presse demandent l'adoption du projet de Code de la presse.
Le projet de code de la presse est sur la table du président de la République. Et je suis persuadé aussi, de par même cette déclaration, c'est-à-dire sa volonté de voir ce texte adopté, que le projet ne va pas tarder sur sa table et que bientôt ce sera adopté en Conseil des ministres. Et j'espère aussi que toutes les dispositions sont prises au niveau de l'Assemblée nationale pour que le projet de loi soit voté avant la fin de la législature, c'est-à-dire le 30 juin prochain. L'adoption du texte permettra de réorganiser et d'assainir le secteur de la presse. La liberté de la presse est une réalité au Sénégal. Jamais l'espace n'a été aussi favorable à la pratique et à l'exercice du métier. Propos de Mansour Sow, invité de l'émission Le Point. Le journaliste analyse la situation de la presse au Sénégal. Voici un extrait de son entretien avec Ousmane Garifaya. Dernier rapport de Reporters sans frontières, le Sénégal est classé parmi les pays où vraiment la liberté de presse existe. Ce qui n'existe pas réellement, c'est la responsabilité de presse. Il faut que les journalistes exercent les droits que la loi leur donne. La loi au Sénégal garantit la liberté de presse. Mais est-ce que tout le monde use de cette liberté? Ça freine quand même toutefois des obligations, non? Quelles obligations? La liberté entraîne la responsabilité. Maintenant, je trouve que le jeu, les règles du jeu qui existent depuis l'Antiquité, c'est que le pouvoir essaie de peser sur la presse. Il y a les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs religieux, les pouvoirs sociaux, etc. Et chacun veut défendre à la fois sa démarche et son terrain. Mais le journaliste, lui, il se pose comme le défenseur, la sentinelle, le témoin qui raconte ce qui se passe. C'est un peu l'historien des temps modernes. Ce n'est pas de la faute de l'État, à mon avis, si les journalistes ont peur d'exercer leur responsabilité journalistique. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Maintenant, si on ne dit pas la vérité, évidemment, ce n'est pas contre l'État qu'on doit se fâcher, c'est contre le journaliste qui n'exerce pas sa fonction. D'accord. Le magazine Le Point reçoit donc le journaliste Mansour Sow, prétexte la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse avec Ousmane Garifay. Il analyse la vie de la presse au Sénégal. Le Point à suivre après ce journal. En attendant, nous poursuivons ce focus consacré à la Journée mondiale de la presse. Donc, la célébration de cette journée, la Maison de la Presse a organisé un panel autour du thème dialogue intergénérationnel. Objectif de ce débat, créer un espace d'échange entre les générations d'acteurs des médias. Compte rendu, Fanta Badji. Apparemment, le sujet de Fanta Badji n'est pas encore en place. Faisons à présent le point sur les inscriptions sur les listes électorales à la date du 27 avril 2017. Plus de 6 500 000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Selon le service du ministère de l'Intérieur, près de 2 millions de cartes sont déjà éditées. 4 jours après la clôture des inscriptions, nos équipes se sont rendues à la direction de l'automatisation du fichier. C'est un reportage de Anne-Marie Gomis. C'est ici que l'on produit les cartes d'identité biométrique. L'atelier est dans les locaux de la direction de l'automatisation du fichier, la DAF. À ce jour, près de 2 millions de cartes sont déjà éditées. Nous sommes aujourd'hui à près de 5 millions de dossiers qui sont déjà saisis et qui constituent le nouveau fichier électoral. Le pari qui nous reste maintenant, c'est de saisir tout cela, de valider ces éléments, c'est-à-dire rapprocher les données d'identité des Sénégalais des données électorales et puis de procéder à l'édition des cartes. Dans cet atelier, près de 2500 personnes se relaient autour de la machine à produire les cartes. Ils travaillent 24/24, soit 4 brigades par jour pour faciliter le retour des cartes vers les centres d'origine. Même constat en visitant l'atelier de tri, toujours dans les locaux de la DAF. Dans la salle, tout est fait avec soin et précision. Ici, donc, ils vont les classer par région, par arrondissement, département, arrondissement. Et puis, ils vont donc, grâce à des machines qui ont à bord la base de la production, ils vont entrer les numéros de cartes et il leur sera attribué un numéro de boîte. Et sur les boîtes, vous avez le numéro de la boîte, le nombre de cartes de la boîte et vous avez aussi le centre d'enrôlement des électeurs qui sont dans la boîte. À la date du 27 avril 2017,
6 500 000 Sénégalais se sont inscrits pour l'obtention des nouvelles cartes d'identité électorale. L'objectif de départ, selon les services du ministère de l'Intérieur, était de 4 millions. Un objectif largement atteint. Nous avions fait voter une loi à l'Assemblée qui disait qu'il fallait un minimum de 4 millions d'électeurs pour être sûr qu'on pouvait utiliser le nouveau. Aujourd'hui, donc, nous allons aisément vers 6 500 000 et un peu plus. Donc ce pari, il est gagné. Prochaine étape, la publication des listes provisoires. Au plus tard, le 11 mai, nous devons sortir les listes provisoires de l'ensemble des électeurs donc, qui seront, disons, attendus aux élections législatives du 30 juillet. Après cette étape du 11 mai, nous allons donc recueillir certainement les ordonnances que les juges ne manqueront pas de délivrer devant les complaintes des Sénégalais. C'est la période de contentieux. Puis, ce sera au tour des inscriptions des différents candidats aux législatives. C'est dans la période du 26 au 30 mai prochain. Et pas de problème d'approvisionnement du marché en oignons pendant la période de forte consommation comme le mois de Ramadan. L'assurance a été donnée par le ministre en charge du commerce au cours d'une visite de terrain dans la zone de production de Potou, région de Louga. Compte rendu Alassane Diédiou. Après la vallée du fleuve, c'est au tour de la zone des Niayes, notamment le Gandiol, d'entrer de plein pied dans la campagne de commercialisation de l'oignon local. S'enquérir des conditions du développement du mécanisme, c'est l'essence de la visite de terrain du ministre en charge du commerce. Il y a quelques semaines de cela, nous étions à Moumbé, dans le département de Podor. Ensuite, nous avons rencontré les commerçants, les producteurs, et nous sommes allés à Thiaroye voir également la dernière chaîne de distribution de l'oignon. Et nous sommes venus ici ce matin, à Léona, dans le Potou, constater avec le président Diamioli que d'abord nous avons ici un oignon de très grande qualité, mais qu'également la commercialisation se déroule bien. Ici, à Potou, la production de l'oignon appelé Orion est quantitativement d'un niveau exceptionnel et la qualité du produit est tout aussi de haute facture. Et pour cause, les producteurs ont désormais adopté des techniques culturelles modernes avec l'introduction du goutte à goutte. La qualité de la récolte facilite la commercialisation d'une production dopée par les mesures de régulation adoptées par le gouvernement avec le gel des importations entré en vigueur depuis le 20 février dernier. Résultat, les producteurs se frottent les mains. L'oignon que nous avons ici est un oignon de qualité. Le consommateur l'apprécie. Chaque jour, 20 à 30 camions quittent ici avec leur cargaison. On s'en réjouit. Pour la filière oignon, le meilleur est à venir. Le mois du Ramadan, on le sait, constitue une période de forte consommation en denrées alimentaires, notamment les légumes. D'où la nécessité pour le ministère en charge du commerce de s'assurer du bon approvisionnement du marché et à un prix accessible pour les consommateurs. Nous sommes rassurés au vu de ce que nous avons constaté dans la vallée, d'abord dans le département de Podor, mais également à Dagana, également ici dans la zone des Niayes. Je crois que nous avons une production de qualité. Pendant cette période du Ramadan, naturellement, le marché sera approvisionné. Nous resterons vigilants. Et ce sont des partenaires. Naturellement, le gouvernement restera vigilant pour que le marché soit approvisionné dans de bonnes conditions, mais également que les prix aussi soient abordables pour les consommateurs. En quittant Potou, le ministre en charge du commerce n'a pas dissimulé sa satisfaction d'apprendre de ses interlocuteurs de l'interprofessionnel de l'oignon qu'une partie de leur production est désormais écoulée dans les pays de la sous-région. Une information qui est d'autant plus rassurante pour les autorités sénégalaises que la production agricole escomptée pour la présente campagne devrait dépasser les 400 000 tonnes d'oignons, donc largement au-delà de la demande de consommation locale. Agriculture, toujours le programme semencier ouest-africain vient de boucler son atelier de 3 jours à Kaolack. Une trentaine d'acteurs ont été conviés à cette rencontre de renforcement des capacités sur les maladies et la protection sanitaire. Atelier de renforcement de capacité sur les maladies et la protection phytosanitaire des semences de pré-base et de base à Kaolack. Le besoin avait été exprimé par les acteurs. Ils sont au total 15 techniciens provenant de la recherche et 15 agents chargés de la production à prendre part à cette session de formation qui consiste en des présentations en plénière suivies de discussions. Des semences malades, ça peut créer beaucoup de difficultés. Nous avons vu dans certaines cultures, certains paysans le savent. Parfois, ils viennent vous dire « Ah, j'ai semé, mais ça n'a pas germé ». Immédiatement, les gens disent « Ah, la semence n'a pas de qualité ». Parfois, c'est une maladie que la semence a ramassée.
Et les maladies sont là, et les semences tombent malades comme tout le monde, c'est des êtres vivants qui peuvent attaquer. Et une fois que ces attaques se font, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Donc l'atelier, c'est pour déjà identifier ces maladies-là, les faire connaître aux différents participants, mais aussi quels sont les moyens de lutte, comment on va se battre pour que quand même ces semences arrivent bien saines, afin qu'elles puissent germer correctement au niveau du producteur. Un objectif de 25% de production de semences de qualité est visé en 2017. Selon les acteurs, la semence est l'élément de base d'une bonne récolte. Ce qui est surtout important dans ce séminaire, c'est que ça prend la filière de long en large. Prenant départ sur l'origine, à savoir la recherche. Donc c'est des techniciens de l'unité de semences de l'ISRA qui sont là en nombre et venant de toutes les stations du pays. Ils ont évité les producteurs naturellement parce que, à beau dire, c'est eux qui multiplient la semence. Si on a des semences de qualité, on a une bonne production et nous avons des objectifs qu'on a fixés ici l'horizon 2017. Sur l'arachide 1 million de tonnes, sur le riz 1 600 000 tonnes. Sans oublier les objectifs pour les fruits et légumes qui viennent en appoint. Donc pour renforcer la résilience au niveau du pays, le pays est engagé dans une production de semences certifiées, appuyé aussi par les organisations. Cet atelier d'échange et de partage va durer 3 jours. Il est initié par le programme semencier Ouest Africa qui contribue ainsi à l'amélioration de la production agricole. Le projet intervient dans 7 pays de la sous-région. L'option d'une alliance semencière régionale est prônée car elle présente l'avantage de partage d'expériences et de synergie des actions au sein de la sous-région. Direction la Casamance pour parler de cette visite de partage d'expérience au niveau de la vallée de Diegoune. Dotée d'une digue, cette vallée a vu ses rendements doubler sous l'égide du projet Pôle de développement économique de la Casamance. Cette visite a été l'occasion pour les comités de vallée de la zone de s'inspirer de l'exemple de Diegoune. Notre correspondant Abdoulaziz Ban nous en parle. Diegoune, dans le département de Bignona, les zones d'intervention du projet Pôle de développement économique de la Casamance. Ici, les réalisations du PPDC sont nombreuses et visibles. Parmi elles, cette digue construite dans la vallée de Diegoune-Bougolor, une digue aux apports multiples. Nous avions commencé à perdre espoir quant à l'invasion saline au niveau de nos rizières, au niveau des puits, au niveau de la palmeraie, au niveau des mangues. Depuis que la digue a été installée, aujourd'hui nous avons retrouvé l'espoir car les choses sont en train de changer de façon qualitative. Dans cette vallée de 70 hectares, les rendements ont été améliorés de manière considérable grâce au rôle que joue cette digue anti-sel de 1600 mètres depuis sa construction. Ça a doublé la production, ça a étendu encore les surfaces de culture. Parce que moi j'ai eu à emblaver un hectare pour prouver aux gens que là, en brousse, on peut encore avoir du riz. Le président du comité de vallée, qui produisait au moins 1 tonne, mais cette année il s'est retrouvé dans 5 tonnes. 5 tonnes de riz. On l'a eu depuis combien là? Ça fait des années, c'est un miracle. Fort de ce constat, les autres comités de vallée de la zone se sont donné rendez-vous ici pour une visite d'échange et de partage des expériences. On est venu pour effectivement chaque fois voir où est-ce qu'on en est avec les paysans. Parce que c'est eux les bénéficiaires. Donc, non seulement il faut voir où est-ce qu'on en est, voir les ouvrages, la qualité, n'est-ce pas, et essayer de tâter le pouls pour voir si les bénéficiaires sont satisfaits, oui ou non. Et là, on est très content de voir que les producteurs de Diegoune sont organisés et ils ont fait appel aux autres comités de vallée pour qu'ils viennent s'inspirer de l'exemple de Diegoune. L'idée pour nous, c'est d'abord de partir de l'expérience de Diegoune et inviter les autres à la partager pour voir déjà les effets induits possibles. Que les gens, à la réception de ces ouvrages, se préparent à leur exploitation. On va leur expliquer comment nous voyons l'organisation des populations autour de ces vallées et comment nous voyons l'équipement des populations autour de ces vallées, quelles sont les innovations que nous apporter autour de ces vallées et comment faire en sorte que les 1000 hectares qui vont être aménagés puissent être exploités de façon optimale.
Autre réalisation du PPDC dans la localité, cette piste de production de 8 km qui relie Djegoun à Balingor. Son apport est considérable